Après que nous avons emménagé ensemble, mes beaux-parents ont exigé un double des clés, disant « J'ai besoin de passer quand je veux ». Mon mari leur a donné sans me le dire. Une semaine plus tard, ils sont entrés chez nous. Je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'ils tombent dans mon piège. Je m'appelle Camille Adam, bien que tout le monde m'appelle Cam. J'ai 28 ans. Avant de partager ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà eu affaire à des beaux-parents qui dépassent les limites. J'ai grandi comme enfant unique, élevé par ma mère célibataire, Diane. Maman cumulait 2 emplois pour subvenir à nos besoins, m'inculquant une farouche indépendance dès mon plus jeune âge. Ne dépends jamais de personne d'autre pour ton bonheur ou ta sécurité, me disait-elle. À 25 ans, j'avais pris son conseil à cœur, gravissant les échelons de stagiaire à spécialiste senior en marketing numérique dans l'une des meilleures agences de Lyon. J'ai rencontré Antoine lors d'une conférence professionnelle à Strasbourg il y a 3 ans. Il donnait une présentation sur les tendances émergentes des médias sociaux, et j'ai été immédiatement attiré par sa confiance et ses connaissances. Plus tard, lors de la réception de réseautage, nous avons entamé une conversation qui a duré jusqu'à ce que le personnel du lieu commence à empiler les chaises autour de nous. Antoine semblait différent des autres hommes que j'avais fréquentés. Attentif, attentionné et apparemment aussi indépendant que moi. Il dirigeait sa propre entreprise de conseil prospère et parlait de la façon dont il l'avait construite à partir de rien. Notre relation a évolué rapidement. Après 6 mois de fréquentation, nous vivions pratiquement ensemble, partageant notre temps entre nos appartements. Après 1 an et demi de bonheur, Antoine m'a demandé en mariage lors d'un week-end en Provence. J'ai dit oui sans hésitation. La recherche d'une maison a commencé presque immédiatement. Nous voulions tous les deux un endroit qui nous appartienne vraiment. Pas le sien ou le mien, mais quelque chose que nous avions choisi ensemble. Après 3 mois de recherche, nous l'avons trouvé. Une belle maison de style lyonnais dans un quartier calme, avec suffisamment de caractère pour se sentir spécial, mais pas trop de travail pour que nous soyons submergés par les rénovations. Emménager ensemble officiellement était excitant. Nous passions les week-ends à peindre les murs, à arranger les meubles et à nous disputer gentiment sur l'endroit où les choses devaient aller. Je ne m'étais jamais senti aussi connecté à une autre personne, aussi certaine d'une décision. Mais les signes avant-coureurs concernant les parents d'Antoine sont apparus presque immédiatement, même si j'étais trop aveuglé par l'amour pour les reconnaître pour ce qu'ils étaient. D'abord, il y a eu les appels téléphoniques quotidiens. Antoine parlait à sa mère tous les jours, parfois plusieurs fois. Au début, je trouvais ça mignon. Il était proche de sa famille, ce qui semblait être un trait positif. Mais les conversations se terminaient souvent par Antoine changeant nos plans pour accommoder les souhaits de ses parents. Puis vinrent les commentaires sur nos choix de décoration. Martine passait ses doigts sur nos meubles et disait des choses comme « c'est certainement unique ». Ou « je suppose que ce style est populaire auprès des jeunes de nos jours ». Quand j'ai accroché des œuvres d'art dans notre salon, elle a suggéré que des pièces plus traditionnelles pourraient mieux vieillir. Richard avait sa propre façon de dépasser les bornes. Il arrivait avec une boîte à outils, sans y être invité, pour réparer des choses dans notre maison qui n'étaient pas cassées. Il a remplacé des poignées d'armoire parfaitement fonctionnelles parce que celles existantes avaient l'air bon marché, et a recablé notre ouvre-porte de garage parfaitement fonctionnel parce qu'il connaissait une meilleure façon de le configurer. Le signal d'alarme le plus révélateur fut la tradition du dîner du dimanche. Chaque dimanche, sans exception, nous étions attendus chez eux, dans leur maison de banlieue, pour un dîner formel. Manquer ces dîners n'était pas négociable. Une fois, alors que j'avais une date limite pour une présentation client importante, Martine a agi comme si je l'avais personnellement insulté en suggérant que nous sautions juste une semaine. La famille passe avant tout, Camille, avait-elle dit, insistant sur mon prénom d'une manière qui me faisait me sentir comme une enfant réprimandée. Tes petits projets d'ordinateur peuvent attendre. Antoine n'a rien dit pour ma défense. En fait, il a suggéré plus tard que je pourrais essayer de respecter mes délais de travail plus tôt pour accommoder les traditions de sa famille. J'ai essayé de naviguer dans ces nouvelles dynamiques familiales avec grâce. Après tout, je n'avais pas grandi avec une famille élargie autour de moi. Peut-être que c'était normal. Peut-être que c'était moi qui avais des problèmes de limite. Je me suis dit que ce n'était qu'une période d'adaptation et que les choses trouveraient un équilibre naturel. Mais Antoine se pliait constamment au désir de ses parents plutôt qu'au mien. Quand nous devions choisir entre assister au mariage d'une amie d'université ou au barbecue de quartier de ses parents, il ne comprenait pas pourquoi le mariage devait avoir la priorité. Quand je voulais passer Noël en deuil, juste nous deux,
Avant de rejoindre sa famille plus tard, il a agi comme si j'avais suggéré d'annuler complètement les vacances. Ce sont mes parents, Cam, disait-il chaque fois que j'exprimais des inquiétudes. Ils veulent juste faire partie de nos vies. Est-ce si terrible? Présenté de cette façon, cela me faisait me sentir mesquine et petite de vouloir des limites. Alors j'ai mis de côté mon malaise grandissant et je me suis dit que le mariage était une question de compromis. Je ne savais pas que le dîner du dimanche où ils exigeraient une clé de notre maison serait le début d'une bataille pour le contrôle que je n'avais jamais vu venir. C'est arrivé lors d'un de nos dîners dominicaux obligatoires chez Martine et Richard, dans leur maison bourgeoise méticuleusement entretenue à Écully. Martine avait préparé son repas élaboré habituel, rôti en cocotte, légumes rôtis, petit pain fait maison et un gâteau au chocolat dont Antoine raffolait, bien qu'il sût que j'en avais cuisiné un tout aussi délicieux le week-end précédent. Nous étions à mi-chemin du dîner quand Martine mentionna son amie Barbara, dont le mari était tombé sous la douche et ne pouvait pas atteindre le téléphone. Pauvre Barbara, elle n'a pas pu entrer chez eux pendant des heures parce qu'elle n'avait pas sa clé ce jour-là, dit Martine en s'essuyant les lèvres avec sa serviette. Le temps que le serrurier arrive, Gérald était resté allongé là pendant 3 heures. J'ai fait des bruits de sympathie appropriés, supposant que ce n'était qu'une conversation. C'est pourquoi, continua Martine, posant sa fourchette avec détermination, ton père et moi avons discuté du fait que nous devrions avoir une clé de votre nouvelle maison. La déclaration resta en suspens un instant avant que je ne réalise ce qu'elle suggérait. Pour les urgences, ajouta Richard, comme si cela clarifiait tout. Les familles devraient toujours avoir accès les unes aux autres. Je pris une gorgée d'eau prudente. C'est certainement quelque chose à considérer, dis-je diplomatiquement. Nous avons des voisins des 2 côtés qui pourraient garder un double des clés. Les Durand sont à la retraite et à la maison la plupart du temps. Le sourire de Martine se crispa. Les voisins ne sont pas la famille, Camille. Et si quelque chose arrivait et que nous ne pouvions pas vous joindre? Nous avons tous les 2 des téléphones portables, fis-je remarquer doucement. Et il y a toujours l'option d'une boîte à clés avec un code pour les vraies urgences. Une boîte à clés, ricana Martine. Comme une location de vacances? Non. Non, j'ai besoin de pouvoir passer quand je veux. La formulation me glaça le sang. Passer, comme si nous étions des adolescents qui avaient besoin de surveillance. Je pense que ce que maman veut dire, intervint Antoine, c'est qu'ils veulent savoir qu'ils peuvent nous joindre si besoin. Le trajet de retour ce soir-là fut tendu. Une fois seul dans notre voiture, j'essayais d'expliquer mes inquiétudes. Antoine, je comprends l'accès en cas d'urgence, mais la façon dont ta mère l'a formulé, passer quand elle veut, ça ressemble à des visites régulières et inopinées. Tu réfléchis trop, dit Antoine, gardant les yeux sur la route. Ce sont juste des parents attentionnés. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que quiconque ait un accès illimité à notre maison, persistai-je. Et si on faisait un compromis? Ils peuvent avoir une clé, mais ils appellent avant de venir. Antoine soupira lourdement. Tu fais comme s'ils étaient des intrus. Ce sont mes parents, Cam. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon amie Stéphanie pour un café avant le travail et je lui ai parlé de la situation des clés. C'est bizarre, dit-elle immédiatement. Mes parents ne s'attendraient jamais à avoir une clé de chez moi, encore moins à insister dessus. Alors je ne réagis pas de manière excessive, demandai-je, soulagé que mes sentiments soient validés. Absolument pas. Votre maison est votre sanctuaire. Personne ne devrait y entrer sans votre permission expresse, famille ou pas, mais pendant que je prenais du recul avec Stéphanie, Martine envoyait déjà des SMS à Antoine, « As-tu fait faire notre clé? Papa et moi voulons déposer des plantes d'intérieur pour votre véranda cette semaine. » Puis un autre, « J'ai trouvé les rideaux parfaits pour les fenêtres de votre salon. » Bien mieux que ces trucs que Cam a choisis. Je peux les accrocher quand nous passerons. Quand j'ai vu ces messages sur le téléphone d'Antoine ce soir-là, ma résolution s'est renforcée. J'ai dit à Antoine que je n'étais pas à l'aise de donner à ses parents un accès illimité à notre maison et que je pensais que nous devions présenter un front uni. Tu en fais toute une histoire pour rien, insista-t-il. Ils ne vont pas fouiller dans nos affaires ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça, essayai-je d'expliquer. C'est une question d'autonomie dans notre propre espace, de savoir que notre maison est privée. Pendant quelques jours, j'ai cru avoir progressé. Antoine semblait écouter et il a promis de parler à ses parents des limites. J'aurais dû savoir que c'était trop facile. Une semaine plus tard, je cherchais des timbres dans le tiroir du bureau d'Antoine quand j'ai trouvé un reçu de la quincaillerie du coin. 2 clés avaient été faites 3 jours plus tôt.
Mon cœur se serra en réalisant ce qui s'était passé. Ce soir-là, j'ai confronté Antoine, reçu en main. Tu as fait des clés pour tes parents sans en discuter avec moi. Antoine eut la décence d'avoir l'air embarrassé, but seulement brièvement. Je savais que tu étais toujours bloqué sur la question, et maman n'arrêtait pas de demander. J'ai pensé que de cette façon, tout le monde obtiendrait ce qu'il veut. Sauf moi, dis-je. Je n'obtiens pas ce que je veux, c'est-à-dire un respect élémentaire de mes sentiments concernant notre maison. Ce n'est pas grave, Cam, dit-il d'un ton dédaigneux. C'est juste une clé. Mais ce n'était pas juste une clé. C'était un symbole de chaque limite qui avait été franchie depuis que j'étais entré dans cette famille. Et ça allait empirer. La découverte du reçu de la clé dans le portefeuille d'Antoine fut comme trouver la preuve d'une liaison, une trahison secrète de confiance qui me fit tout remettre en question sur notre relation. Je me tenais dans notre cuisine, le reçu serré dans ma main, ressentant un mélange de blessure et d'indignation alors qu'Antoine tentait de minimiser ses actions. C'est ma famille, Cam, répéta-t-il pour ce qui me sembla être la 100e fois. Tu réagis de manière excessive à toute cette situation. Réagir de manière excessive? Ma voix monta malgré mes efforts pour rester calme. Tu as agi dans mon dos après que nous en ayons spécifiquement discuté. En quoi est-ce réagir de manière excessive? Parce que tu agis comme si j'avais donné les clés à des étrangers, dit Antoine, attrapant sa tasse de café et se dirigeant vers l'évier. Ce sont mes parents, les gens qui m'ont élevé, qui feraient n'importe quoi pour nous. Ce n'est pas la question, insistai-je. La question est que tu as pris une décision concernant notre maison sans me consulter. Nous sommes censés être des partenaires. Après près d'une heure de conversation circulaire, je réalisai que nous n'allions nulle part. Finalement, j'essayai un compromis. Écoute, ce qui est fait, mais pouvons-nous au moins établir quelques règles de base? Ils doivent t'appeler avant de venir. Pas de visite surprise. Antoine hocha la tête, clairement soulagé que je n'insiste plus sur la question de reprendre les clés. Absolument. Utilisation d'urgence uniquement. Je leur ferai comprendre ça clairement. Je voulais le croire. Vraiment. Mais quelque chose dans son accord trop rapide me laissa mal à l'aise. Mon anxiété commença à se manifester par petites touches. Je vérifiai 2 fois que j'avais rangé mes affaires personnelles avant de partir au travail. Je devins consciente de laisser de la vaisselle dans l'évier ou des vêtements sur le sol de la chambre. Non pas parce que j'étais naturellement ordonné, mais parce que je pouvais presque entendre la voix critique de Martine commenter mon entretien ménager. Puis j'ai commencé à remarquer des choses. De petits changements dans notre maison que je n'arrivais pas tout à fait à situer. Un vase qui avait été déplacé de la salle à manger au salon. Des serviettes pliées différemment de la façon dont je les avais laissées. Le casier à épices réorganisé par ordre alphabétique alors que je l'avais arrangé par fréquence d'utilisation. Quand j'ai mentionné ces observations à Antoine, il les a rejetées. Tu as probablement juste oublié comment tu avais laissé les choses. Tu as travaillé des heures folles sur cette nouvelle campagne. Mais je savais que je n'imaginais pas. Un jour, j'ai délibérément laissé un magazine ouvert à la page 37 sur la table basse, pour le retrouver fermé et soigneusement empilé avec d'autres à mon retour. Une autre fois, j'ai laissé un bloc-notes sur le comptoir de la cuisine avec le message « Quelqu'un n'est-il passé aujourd'hui ?» écrit dessus. À mon retour, le bloc-notes était dans le tiroir où Martine pensait qu'il devait être. Sans réponse à ma question. J'ai commencé à me confier à ma sœur, Amélie, sur la situation lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Ça ne semble pas sain, Cam, dit-elle après avoir écouté mes derniers soupçons. Le manque de limite d'Antoine avec ses parents est préoccupant. Et le fait qu'il te manipule à propos de leur visite est encore pire. Manipuler semble être un mot fort, ai-je hésité, bien que le terme m'ait traversé l'esprit. Tu sais comment on appelle ça quand quelqu'un entre chez toi sans permission, rétorqua Amélie. Effraction. Le fait qu'ils aient une clé ne rend pas la chose acceptable si tu n'as pas consenti à leur visite. Après notre appel, j'ai commencé à documenter les événements étranges de manière plus systématique. Je prenais des photos des pièces avant de partir au travail et je les vérifiais à mon retour. Je plaçais de petits marqueurs presque imperceptibles, un fil sur un tiroir, un morceau de ruban adhésif sous un vase, des choses qui seraient dérangées si quelqu'un avait déplacé des objets. Mes soupçons se sont confirmés maintes et maintes fois. Les beaux-parents entraient régulièrement chez nous pendant que nous étions au travail. Mais chaque fois que je présentais des preuves à Antoine, il trouvait un moyen de les expliquer ou de minimiser mes inquiétudes.
Peut-être que le service de nettoyage a déplacé des choses, suggéra-t-il une fois, bien que nous sachions tous les deux qu'il ne venait que le lundi et que cela s'était produit un mercredi. Tu deviens obsédé par ça, dit-il une autre fois. Ce n'est pas sain, Cam. La distance entre nous s'élargissait à chaque préoccupation rejetée, chaque sentiment invalidé. J'ai commencé à rester tard au travail, me portant volontaire pour des projets qui me garderaient au bureau plutôt que de retourner dans une maison qui ne ressemblait plus à mon refuge. Quand Antoine m'a demandé pourquoi je travaillais si tard, je n'ai pas pu me résoudre à admettre que je me sentais plus à l'aise à mon bureau que dans notre chambre. Le pire, c'était de douter de moi-même. Avais-je toujours été aussi territorial? Étais-je celle qui n'était pas raisonnable? Était-ce un comportement familial normal que je ne pouvais pas comprendre à cause de mon expérience familiale limitée? J'essayais d'imaginer ma mère entrant chez moi sans prévenir, réarrangeant mes affaires, critiquant mes choix. La pensée était si absurde qu'elle me fit rire aux éclats. Maman avait toujours été scrupuleuse quant au respect de mon indépendance, même lorsque je vivais sous son toit à l'adolescence. Cette prise de conscience renforça ma résolution. Ce n'était pas un cas où j'étais trop sensible. Le comportement des Fournier n'était pas normal, et le mépris d'Antoine pour mes sentiments n'était pas acceptable. Mais avant que je puisse décider comment y remédier, la situation dégénéra d'une manière que je ne pouvais ignorer. C'était un mardi après-midi que tout a basculé. J'ai développé une migraine lancinante vers l'heure du déjeuner, probablement à cause du stress que j'avais subi. Et ma patronne, Jeanne, n'a eu qu'à regarder mon visage pâle pour insister pour que je rentre chez moi. « Tu as une mine de déterré, Adam », avait-elle dit avec sa franchise caractéristique. « Quoi que tu fasses, ça peut t'attendre demain. » Je n'ai pas discuté. L'idée de m'allonger dans une pièce sombre et calme était trop séduisante pour y résister. J'ai envoyé un SMS rapide à Antoine pour lui faire savoir que je rentrais plus tôt, mais je n'ai pas attendu sa réponse avant de rentrer chez nous. Quand je suis arrivé dans notre allée à 13h30, j'ai immédiatement remarqué la Lexus bleu marine de Martine garée dans la rue. Mon estomac s'est noué. Après des semaines à soupçonner qu'ils entraient chez nous pendant notre absence, j'étais sur le point de les prendre en flagrant délit. J'ai brièvement envisagé de repartir, d'éviter la confrontation. Mais c'était ma maison, le seul endroit au monde où je devrais me sentir complètement en sécurité. Prenant une profonde inspiration, j'ai rassemblé mon courage et mon sac à main, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Le son m'a frappé en premier lorsque je suis entré, BFM TV hurlant depuis notre téléviseur du salon à un volume qu'Antoine et moi n'utilisions jamais. Puis vint l'odeur, le parfum signature de Martine se mêlant à un produit à polir les meubles qui n'était pas la marque que nous achetions. J'ai traversé tranquillement l'entrée pour trouver Richard affalé sur notre canapé, chaussures aux pieds ou des chaussures qui salissaient probablement les coussins que j'avais fait nettoyer par des professionnels le mois dernier en regardant un expert politique crier à propos des politiques d'immigration. Il ne m'a même pas remarqué au début, tellement il était absorbé par la télévision. De la cuisine provenaient des bruits d'ouverture et de fermeture de placards. Je me suis retourné pour trouver Martine, gants en caoutchouc aux mains, sortant toute notre vaisselle des placards. La moitié de nos ustensiles de cuisine étaient déjà étalés sur les plans de travail. « Qu'est-ce que tu fais » demandai-je, ma voix étonnamment calme malgré le choc et la colère qui me parcouraient. Martine sursauta légèrement, mais se reprit rapidement. « Oh, tu es rentré tôt » dit-elle comme si cela expliquait tout. « Ton système d'organisation n'a aucun sens, ma chère » continua-t-elle en désignant le chaos qu'elle avait créé. « Personne ne met les verres de tous les jours sur l'étagère du haut. Et tes casseroles et poêles devraient être près de la cuisinière, pas sous l'îlot. » Richard avait enfin remarqué ma présence et cria depuis le salon, « L'organisation de ta cuisine n'avait aucun sens, Cam. Martine la répare pour toi. » Je restais figé, incapable de traiter l'audace pure de ce qui se passait. Martine continua de bavarder en réarrangeant ma cuisine. « Et vraiment, as-tu besoin de tous ces gadgets? Ce coupe-avocat et ce séparateur d'œufs, tellement inutile. Et cette machine à expresso prend tellement de place sur le comptoir alors qu'une simple cafetière ferait l'affaire. » Je regardais en silence stupéfait alors qu'elle critiquait mes appareils de cuisine, dont beaucoup avaient été des cadeaux de mariage de mes amis ou des articles que j'avais soigneusement économisés et achetés moi-même. Des articles qui m'apportaient de la joie quand je cuisinais. « J'ai aussi apporté des coussins appropriés pour ton canapé, » ajouta Martine, désignant un sac de courses dans le coin. « Ces bleus que tu avais juré avec le tapis, et ils ne sont pas assez confortables. » Je me dirigeai vers le salon pour constater qu'en effet, mes coussins en velours bleu soigneusement sélectionnés avaient été enlevés et remplacés par ceux de Martine,
beige et bordeaux, des couleurs que j'avais spécifiquement évitées parce qu'elles me rappelaient une salle d'attente de médecin. J'ai aussi réparé ton lavabo de salle de bain, annonça fièrement Richard. La pression de l'eau était trop forte. Le lavabo de la salle de bain qui fonctionnait parfaitement bien hier. Les mains tremblantes, je sortis mon téléphone et envoyai un SMS à Antoine, tes parents sont ici, en train de réorganiser toute notre maison. Le savais-tu ? Sa réponse arriva rapidement, ils ont mentionné qu'ils pourraient déposer quelques affaires. Ils essaient juste d'aider. Le mépris désinvolte dans son SMS fut la goutte d'eau. Ces gens effaçaient systématiquement ma présence de ma propre maison, et mon mari ne voyait rien de mal à cela. Martine, dis-je, ma voix étonnamment ferme. J'apprécie que vous essayiez d'aider, mais je ne me sens pas bien. C'est pourquoi je suis rentré tôt. Oh, nous ne te dérangerons pas, répondit-elle d'un ton léger. J'ai presque fini avec ce placard, et ensuite je commencerai le garde-manger. Ces épices ont besoin d'être alphabétisées. Richard pense peindre votre chambre d'amis ce week-end, continua-t-elle, ignorant complètement ou feignant d'ignorer mon allusion. Cette couleur verte que vous avez choisie est si sombre. Nous avons trouvé un joli beige qui l'éclaircirait. Nous nous laisserons sortir quand nous aurons fini, cria Richard depuis le salon. Ne vous occupez pas de nous. Pendant les 3 heures suivantes, je suis restée assise dans ma propre chambre, la porte fermée, les écoutant réorganiser ma vie. Ma tête me lançait à la fois à cause de la migraine et de la fureur impuissante de savoir que j'avais en quelque sorte perdu le contrôle de ma propre maison. Quand j'ai de nouveau envoyé un SMS à Antoine, il a simplement répondu qu'il serait à la maison vers 18h et que nous pourrions régler ça alors. Martine a frappé une fois à la porte de ma chambre, m'offrant une tasse de thé que je n'avais pas demandé et m'informant qu'elle avait rangé mon placard parce que mon système d'organisation était inefficace. Je l'ai remerciée froidement et j'ai refermé la porte, incapable de regarder cette femme qui avait si peu de respect pour ma vie privée et mon autonomie. Quand ils sont finalement partis vers 16h30, Martine a annoncé à travers ma porte, « Nous partons, ma chère. Richard reviendra demain pour finir le projet de la salle de bain. Il y a une blanquette au réfrigérateur pour le dîner. Tes recettes sont toutes si riches en calories, j'ai pensé que tu apprécierais quelque chose de plus sain. » Après avoir entendu la porte d'entrée se fermer, je suis sorti pour constater les dégâts. Ma cuisine avait été complètement réorganisée selon les préférences de Martine. Les meubles du salon avaient été réarrangés. Les nouveaux coussins ornaient le canapé. Dans la salle de bain, Richard avait non seulement ajusté le lavabo, mais avait également installé une pomme de douche différente qui avait un jet faible et crachotant. J'ai découvert que Martine avait en effet organisé mon placard, séparant mes vêtements en ce qu'elle considérait apparemment comme des sections, appropriées et inappropriées. J'ai trouvé ma robe rouge préférée, celle qu'Antoine avait toujours dit qu'il aimait, repoussée tout au fond, tandis que le pull informe que Martine m'avait donné à Noël dernier était bien en évidence. Quand j'ai finalement craqué, c'était comme si un barrage cédait. Je me suis assise sur le sol de mon placard, entouré de l'idée que Martine se faisait de qui je devais être, et j'ai sangloté jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Il ne s'agissait plus seulement de clés ou de limites. Il s'agissait de savoir s'il me resterait une identité si cela continuait. Au moment où Antoine est rentré à la maison, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et j'étais assise immobile sur notre lit, regardant dans le vide. Et, l'endroit a l'air super, furent les premiers mots qui sortirent de sa bouche. Maman a dit qu'ils avaient aidé à ranger. Je me tournai pour le regarder, cet homme que j'avais épousé, cette personne qui était censée être mon partenaire, et je réalisais avec une clarté parfaite que je ne le reconnaissais plus. La réorganisation de la cuisine et l'invasion du placard ne furent que le début de ce qui devint un schéma régulier. Au cours des semaines suivantes, Martine et Richard établirent une routine consistant à entrer chez nous au moins 3 fois par semaine, toujours pendant qu'Antoine et moi étions censés être au travail. Sauf que, de plus en plus, je n'étais pas au travail. Je commençais à rentrer à des heures inattendues, en partie dans l'espoir de les surprendre à nouveau en flagrant délit, en partie redoutant de le faire. Parfois ils étaient là, parfois non, mais les preuves de leur visite étaient toujours présentes. Un mercredi, je rentrai à la maison pendant le déjeuner pour trouver Martine en train de fouiller dans les tiroirs de ma commode. Elle leva à peine les yeux quand j'entrai dans la chambre. « L'organisation de tes tiroirs avait besoin d'aide », expliqua-t-elle en brandissant mes sous-vêtements soigneusement pliés. « Personne ne met les chaussettes dans le tiroir du haut, Camille. C'est beaucoup plus logique de les avoir dans le tiroir du bas avec tes pyjamas. » Je restai silencieusement à regarder cette femme manipuler mes affaires les plus personnelles sans la moindre gêne.
Quand je trouvai enfin ma voix pour lui demander d'arrêter, elle me regarda avec une confusion sincère. J'essaie seulement d'aider, ma chère. Quand Antoine grandissait, j'organisais toujours sa chambre pour lui. Il appréciait. Un autre jour, je rentrai à la maison pour trouver Richard sur une échelle dans notre salon, installant un nouveau luminaire pour remplacer la lampe suspendue moderne que j'avais soigneusement choisie chez un artisan local. Cette lampe design à toi ne donnait pas assez d'éclairage, expliqua-t-il du haut de l'échelle. Ce lustre traditionnel illuminera toute la pièce. Martine l'a trouvé en solde chez Castorama. Le nouveau luminaire, une création tapa accent graveleuil en laiton et cristal qui ne s'accordait avec rien dans notre salon contemporain, pendait comme un vaisseau spatial extraterrestre au centre du plafond. Quand je mentionnai à Richard que j'avais spécifiquement choisi la lampe précédente pour son esthétique design, il balaya mon inquiétude d'un geste de la main. La forme suit la fonction, Cam. Vous, les jeunes, vous vous préoccupez trop de l'apparence des choses plutôt que de leur fonctionnement. Les changements ne se limitaient pas à réarranger et à réparer des choses. Martine commença à apporter des objets de chez eux, de vieux meubles de famille, des gadgets de cuisine, des pièces décoratives et à les installer chez nous sans discussion. Cette table d'appoint est dans la famille Fournier depuis des générations, annonça-t-elle un jour alors que Richard transportait péniblement une lourde pièce en acajou ornée qui jurait horriblement avec nos meubles aux lignes épurées. Elle a sa place chez vous maintenant. J'ai mis ce truc IKEA que vous aviez ici dans le garage. Le truc IKEA était une console minimaliste pour laquelle j'avais économisé pendant 3 mois afin de l'acheter lorsque j'avais obtenu ma première promotion. Je commençais également à trouver des preuves qu'ils utilisaient nos affaires. Un après-midi, je découvris que ma porcelaine de mariage, qu'Antoine et moi avions convenu de garder pour les occasions spéciales, avait été utilisée pour le déjeuner. L'une des assiettes avait été ébréchée et replacée dans le placard comme si je n'allais pas le remarquer. Quand je confrontai Antoine à propos de ses invasions croissantes ce soir-là, sa défense de ses parents fut immédiate et dédaigneuse. Ils veulent bien faire, Cam. Maman essaie de rendre notre maison plus accueillante, et papa aime se sentir utile. Pourquoi est-ce que ça te dérange autant? Parce que c'est notre maison, Antoine, pas la leur. Ils font des changements sans notre permission et traitent notre espace et nos affaires comme s'ils en étaient propriétaires. C'est la famille, répéta-t-il, sa justification habituelle pour chaque limite que ses parents piétinaient. C'est ce que fait la famille. Ils s'entraident. Non, Antoine. Ce n'est pas ce que font les familles saines. Les familles saines respectent les limites. La dispute s'envenima jusqu'à ce qu'Antoine sorte en trombe de la chambre, déclarant qu'il dormirait sur le canapé parce que je manquais de respect à sa famille. Il y resta 3 nuits, pendant lesquelles Martine l'appela plusieurs fois pour vérifier si nous avions arrangé les choses. Je le savais parce que j'entendais sa partie des conversations, se terminant toujours par « Je sais, maman ». Elle ne comprend tout simplement pas à quel point la famille est importante. Je commençais à éviter de rentrer chez moi. Je me portais volontaire pour des réunions de clients en soirée, commençais à travailler tard régulièrement et inventer des engagements après le travail pour minimiser mon temps dans ce qui ressemblait de plus en plus à la résidence secondaire de Martine et Richard. Je refusais les invitations sociales parce que je n'avais pas l'énergie de faire semblant que tout allait bien et que je ne supportais pas d'expliquer ce qui se passait réellement. Le stress commença à se manifester physiquement. Je développais de l'insomnie, grinçant tellement des dents la nuit que je me fendis une molaire. J'avais des maux de tête fréquents. Mon estomac était constamment dérangé et je perdis près de 5 kilos sans essayer. Ma peau normalement nette se couvrit d'acné induite par le stress, et mes cheveux commencèrent à tomber sous la douche. Au travail, ma collègue Déborah remarqua les changements. « Cam, tout va bien ?» demanda-t-elle un jour après une réunion. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette ces derniers temps. » Je balayai son inquiétude avec des références vagues à la fatigue, mais Déborah n'était pas facilement découragée. « Tu sais que tu peux me parler si quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Quoi que ce soit, ça te pèse clairement. » Je faillis craquer là, dans la salle de conférence. La simple gentillesse de quelqu'un remarquant ma détresse faillit me faire perdre contenance, mais je tins bon, la remerciant et promettant que je gérais la situation. La vérité, c'est que je ne gérais rien du tout. Je ne faisais qu'endurer, espérant que d'une manière ou d'une autre, la situation se résoudrait d'elle-même ou qu'Antoine verrait enfin ce qui se passait. Mais aucune de ces choses ne semblait probable. Puis vint le moment qui me poussa au-delà de mes limites. Je rentrai tôt un jour, non pas pour tester cette fois, mais parce que j'avais réellement terminé un projet en avance, pour trouver Martine assise à mon bureau dans notre bureau à domicile,
lisant mon journal intime. Mon journal était quelque chose que je tenais depuis l'université, un endroit où je traitais mes pensées et mes sentiments les plus intimes. Il avait été caché dans le tiroir de mon bureau, sous des dossiers et des fournitures, non pas parce que je m'attendais à ce que quelqu'un fouine, mais parce qu'il était privé. Pourtant, Martine était assise là, lisant mes pensées personnelles aussi nonchalamment que s'il s'agissait d'un magazine dans une salle d'attente. Quand elle me vit figée dans l'embrasure de la porte, elle n'eut même pas la décence d'avoir l'air embarrassée. « Tu as des pensées tellement intéressantes sur le père d'Antoine et moi », dit-elle en tapotant une page où j'avais exprimé mes frustrations concernant leur violation de limites. « Bien que je pense que tu as assez mal compris nos intentions. » À cet instant, quelque chose en moi céda finalement. Pose mon journal. Ma voix était basse, contrôlée et inconnue, même à mes propres oreilles. Martine leva les yeux, surprise par mon ton. « Camille, il n'y a pas besoin de... » Pose mon journal. Maintenant. J'entrai dans la pièce et tendis la main. Pendant un moment, Martine sembla incertaine de la façon de réagir à cette nouvelle version de moi, celle qui ne s'excusait pas, ne s'accommodait pas ou ne se retirait pas lentement. Elle ferma le journal et me le tendit. « J'étais juste curieuse de savoir ce que tu y écris, » dit-elle, sa voix prenant le ton blessé qu'elle utilisait souvent avec Antoine. La famille ne devrait pas avoir de secret l'un pour l'autre. Nous ne sommes pas une famille, Martine, dis-je en serrant mon journal contre ma poitrine. Vous êtes les parents de mon mari, et bien que j'ai essayé d'établir une relation respectueuse avec vous, vous avez constamment violé ma vie privée et mes limites. Les yeux de Martine s'écarquillèrent. Eh bien, je n'ai jamais. J'ai besoin que vous quittiez ma maison immédiatement, continuai-je, me surprenant moi-même par ma fermeté. Et j'ai besoin que vous me rendiez la clé que vous n'auriez jamais dû avoir en premier lieu. Je ne le ferai certainement pas, souffla Martine en se levant. Antoine nous a donné cette clé, et cette maison lui appartient aussi. Alors j'appellerai la police et je signalerai un intrus, dis-je en sortant mon téléphone. Parce que je ne vous ai pas donné la permission d'être ici, et je ne vous ai certainement pas donné la permission de lire mon journal intime. Le visage de Martine devint rouge. Tu n'oserais pas. Je commençais à composer le numéro, maintenant le contact visuel tout le temps. Bien. Elle chercha dans son sac à main et claqua une clé sur mon bureau. Mais Antoine entendra parler de ça. Il ne supportera pas que tu traites sa mère de cette façon. Je compte sur cette conversation, répondis-je en la raccompagnant à la porte d'entrée. Dès que la voiture de Martine s'éloigna, je m'effondrai sur le sol, l'adrénaline quittant mon corps. J'avais enfin tenu tête à elle, mais je savais que ce n'était que le début d'une bataille beaucoup plus importante. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Valérie Girard, une thérapeute dont ma collègue Déborah m'avait discrètement glissé la carte la semaine précédente avec une simple note, elle m'a aidé pendant mon divorce. Le docteur Girard accepta de me voir pour une séance d'urgence le lendemain matin. Pendant cette heure, j'ai tout déballé, la demande de clé, la trahison d'Antoine, les invasions croissantes et ma confrontation avec Martine. Ce que vous décrivez est une violation importante des limites normales, dit le docteur Girard après avoir écouté attentivement. Et l'incapacité de votre mari à prioriser vos besoins dans votre foyer commun est préoccupante. Est-ce que je réagis de manière excessive, demandai-je, doutant encore de moi malgré tout. Ce sont ses parents, après tout. Cam, le mariage est un partenariat qui devrait primer sur les autres relations familiales, expliqua-t-elle doucement. Bien que maintenir des liens avec la famille élargie soit important, ces relations ne devraient pas saper les fondations de votre mariage. Nous avons passé le reste de la séance à élaborer un plan d'action, qui commençait par la reconquête de ma maison en tant qu'espace sûr. Le docteur Girard m'a aidé à rédiger des déclarations de limites claires et fermes et à me préparer aux conversations difficiles à venir. J'ai pris le lendemain de congé sans en informer Antoine. Au lieu de cela, j'ai rendu visite à un serrurier qui a remplacé nos serrures et fourni de nouvelles clés, seulement deux, une pour moi et une pour Antoine. Ensuite, j'ai acheté une simple caméra de sécurité pour notre porte d'entrée, l'installant moi-même à l'aide d'un tutoriel YouTube. Puis j'ai attendu. À 11h23 précise, Martine et Richard sont arrivés à notre porte d'entrée. J'ai regardé sur mon téléphone alors qu'ils tentaient d'utiliser leur clé, la confusion évidente sur leur visage lorsqu'elle n'a pas fonctionné. Après plusieurs tentatives, Martine a sonné à plusieurs reprises tandis que Richard secouait la poignée comme si la serrure pouvait soudainement les reconnaître. J'ai ouvert la porte mais suis resté fermement sur le seuil, bloquant leur entrée. « Pourquoi notre clé ne fonctionne-t-elle pas » demanda Martine en guise de salutation. « Parce que j'ai changé les serrures » répondis-je calmement.
Comme je vous l'ai dit hier, vous n'êtes plus les bienvenus pour entrer chez moi sans une invitation explicite. Richard s'avança. Maintenant, écoutez-moi bien, jeune femme. Non, c'est vous qui allez écouter, l'interrompis-je, ma voix ferme. Pendant des mois, vous êtes entré chez moi sans permission, avez critiqué mes choix, réarrangé mes affaires et traité cette maison comme une extension de la vôtre. Cela s'arrête aujourd'hui. C'est aussi la maison d'Antoine, cracha Martine, le visage rougeoyant. Oui, c'est vrai. Et quand Antoine vous invitera, vous serez les bienvenus. Après avoir appelé à l'avance. Mais aucun de vous n'aura de clé, et aucun de vous n'entrera plus jamais quand nous ne serons pas à la maison. Nous allons appeler Antoine tout de suite, menaça Richard en sortant son téléphone. Faites donc, dis-je. Je lui ai déjà envoyé un texto à propos des serrures. Comme par enchantement, mon téléphone se mit à vibrer d'appels et de textos, d'abord d'Antoine, puis de Martine, alors que je fermais la porte sur leur visage choqué. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai passé le reste de la journée dans une solitude paisible, vraiment seul chez moi pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des mois. Le soir, mon téléphone affichait 17 appels manqués et 32 SMS. Ceux d'Antoine devenaient de plus en plus colériques. Pourquoi as-tu changé les serrures? Mes parents sont contrariés. Appelle-moi immédiatement. Tu es allé trop loin cette fois, Cam. Je rentre tôt. Nous devons parler. Quand Antoine est finalement rentré à la maison, son visage était un orage de colère et de confusion. Qu'est-ce qui te prend, Cam? Tu as changé nos serrures sans en discuter avec moi. Oui, dis-je simplement, tout comme tu as donné les clés à tes parents sans en discuter avec moi. C'est différent. Ce sont mes parents. Et c'est ma maison. Notre maison. Une maison où je ne me suis pas senti en sécurité ni respecté depuis des mois parce que tes parents ont libre accès pour envahir quand ils le veulent. Ils n'envahissent pas. Ta mère a lu mon journal hier, Antoine. Mon journal intime. Cela le stoppa momentanément, mais il se reprit rapidement. Elle l'a probablement juste vu ouvert? Il était dans le tiroir de mon bureau, sous des dossiers, l'interrompis-je. Et quand je l'ai surprise, elle ne s'est même pas excusée. Elle a critiqué ce que j'avais écrit sur eux. Antoine se passa les mains dans les cheveux avec frustration. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais changer les serrures, c'est extrême. Tu aurais dû m'en parler d'abord. Comme tu m'en as parlé avant de leur donner les clés, demandai-je à nouveau. Je te parle de ça depuis des mois, Antoine. Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Notre dispute continua pendant des heures, tournant autour des mêmes points sans résolution. Finalement, Antoine annonça qu'il allait rester chez ses parents pendant un certain temps, jusqu'à ce que je reprenne mes esprits. Alors qu'il faisait un sac de voyage, son téléphone vibrait constamment de SMS de Martine. Avant de partir, il me lança un ultimatum, soit je m'excusais auprès de ses parents et leur redonnais une clé, soit notre mariage était sérieusement en danger. Je le regardais s'éloigner en voiture, ressentant un étrange mélange de dévastation et de soulagement. L'homme que j'avais épousé choisissait ses parents plutôt que notre partenariat. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, je dormirais dans ma propre maison sans crainte d'invasion. Au cours des 2 semaines suivantes, les fourniers se mobilisèrent. Des membres de la famille élargie que je n'avais rencontrés qu'une seule fois à notre mariage commencèrent à m'appeler et à m'envoyer des SMS, me disant à quel point Martine et Richard étaient navrés de mon traitement cruel. Les cousins, les tantes et même la grand-mère d'Antoine intervinrent, suggérant tous que je ne comprenais pas comment fonctionne la famille. Malgré tout, je tins bon. Je continuais à voir le docteur Girard 2 fois par semaine, me concentrer à nouveau sur mon travail et commencer lentement à me réapproprier mon espace, remettant les meubles à leur place d'origine, remplaçant les coussins beiges de Martine par mes bleus et réorganisant ma cuisine comme je le voulais. J'étais prête à laisser Antoine rester chez ses parents indéfiniment pendant que j'examinais mes prochaines étapes. Mais le 16e jour de notre séparation, il m'envoya un SMS me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café dans un lieu neutre. Étonnamment, son message ne mentionnait pas du tout ses parents. Le café qu'Antoine suggéra était à mi-chemin entre notre maison et celle de ses parents, un territoire neutre dans ce qui était devenu une guerre émotionnelle. J'arrivai tôt, m'installant à une table d'angle et commandant un latte pour occuper mes mains en attendant. Quand Antoine entra, je fus frappé par son air fatigué. L'homme confiant et soigné que j'avais épousé semblait négligé et épuisé, avec des cernes sous les yeux et un affaissement des épaules que je n'avais pas l'habitude de voir. « Merci de me rencontrer » dit-il en s'asseyant,
ne croisant pas tout à fait mon regard. Bien sûr, répondis-je, incertaine de ce qu'il fallait dire d'autre. Nous restâmes assis dans un silence gêné jusqu'à ce que le café d'Antoine arrive. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il finalement, en roulant ses mains autour de sa tasse. Et j'ai réalisé certaines choses qui ne sont pas faciles à admettre. J'attendis, lui laissant l'espace de continuer. J'ai parlé à mon colocataire d'université, Kevin, la semaine dernière, dit-il. Je lui racontai notre situation, m'attendant à ce qu'il prenne mon parti, tu sais. Mais au lieu de ça, il m'a demandé si je me souvenais pourquoi nous avions arrêté de vivre ensemble en dernière année. Antoine prit une gorgée de son café. J'avais oublié, mais Kevin non. Apparemment, mes parents venaient tout le temps à notre appartement sans prévenir. Ils réarrangeaient les choses, critiquaient les affaires de Kevin, jetaient même ses restes parce qu'ils pensaient qu'ils étaient trop vieux. Kevin a finalement déménagé parce qu'il ne supportait plus ça. Ça me semble familier, dis-je doucement. Antoine hocha la tête. Après avoir parlé à Kevin, j'ai commencé à penser à mes autres relations. Mon ex-petite amie, Laura, se plaignait aussi de mes parents. Et même mon associé, Julien, a mentionné que ma mère appelle trop souvent notre bureau. Il leva les yeux vers moi directement pour la première fois. Je crois que j'ai cautionné le comportement de mes parents toute ma vie d'adulte. Et je t'ai manipulé à ce sujet parce que reconnaître le problème signifierait admettre que je les laisse franchir les limites depuis des années. Son aveu n'était pas une solution magique à tout ce qui s'était passé, mais c'était un début. Après près de 2 heures de la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des mois, Antoine me demanda si j'étais prête à essayer une thérapie de couple. Je veux travailler là-dessus, Cam. Je veux que nous soyons à nouveau des partenaires. Mais je comprends si c'est trop tard. Ce n'était pas trop tard. Du moins, pas encore. Mais j'avais des conditions. Si nous faisons ça, dis-je, il faudra des limites claires avec tes parents. Pas de clés, pas de visites inopinées, et nous prendrons les décisions concernant notre maison ensemble. Antoine accepta, et la semaine suivante, nous eûmes notre première séance avec le docteur Girard. Les premières réunions furent gênantes et douloureuses, exposant des schémas qui allaient bien au-delà de l'incident de la clé. Antoine avait été conditionné toute sa vie à prioriser les désirs de ses parents avant tout, et il n'avait jamais développé les outils nécessaires pour établir des limites saines. Vos parents ont créé une dynamique familiale où leurs besoins et leurs préférences passent toujours en premier, expliqua le docteur Girard à Antoine lors d'une séance. Cela a peut-être fonctionné lorsque vous étiez un enfant dans leur maison, mais c'est destructeur pour votre mariage. Au fil des semaines de conseils, Antoine commença à reconnaître comment ses parents l'avaient manipulé avec la culpabilité, l'obligation et la menace tacite d'un retrait d'affection s'il ne se conformait pas à leurs souhaits. Il commença à voir à quel point il avait été injuste de s'attendre à ce que je m'assimile simplement à ce système malsain. Après un mois de thérapie intensive, en couple et individuelle, Antoine retourna à la maison. Ensemble, nous rédigeâmes une lettre à Martine et Richard expliquant nos nouvelles limites. Puis nous les invitâmes à nous rencontrer au bureau du docteur Girard pour une conversation avec médiation. Dire que la réunion s'est mal passée serait un euphémisme. Martine pleura, Richard cria, et tous deux m'accusèrent d'avoir lavé le cerveau de leur fils. Ils refusèrent de reconnaître tout acte répréhensible, insistant sur le fait qu'ils n'avaient toujours essayé que de nous aider. Nous avons toujours eu une clé de la maison d'Antoine, insista Martine en larmes. C'est juste ce que font les parents. Non, maman. Ce n'est pas ça, dit fermement Antoine. C'est ce que vous faites, et ça va s'arrêter maintenant. Lorsque nous avons clairement indiqué que nos limites n'étaient pas négociables, pas de clés, pas de visites inopinées, pas de réaménagement de notre maison, pas de critique de nos choix, Martine et Richard quittèrent la séance en trombe, déclarant qu'ils ne reconnaissaient plus leur fils. Pendant 2 semaines, ils refusèrent de nous parler à tous les deux. Antoine lutta contre le silence, n'ayant jamais connu la désapprobation de ses parents pendant une période aussi prolongée. Mais il tint bon, assistant à ces séances de thérapie et travaillant à construire une relation plus saine avec moi. Quand Martine appela enfin, ce fut avec une invitation réticente à un dîner dominical, pour discuter. Nous acceptâmes, mais avec nos propres conditions, nous nous rencontrerions dans un restaurant, pas chez eux, et nous partirions s'ils ne pouvaient pas respecter nos limites. Ce dîner fut tendu, mais civil. Martine et Richard n'avaient clairement pas entièrement accepté la nouvelle réalité, mais ils étaient au moins prêts à faire semblant pour maintenir une relation avec leur fils. C'était un progrès, si petit soit-il. Au cours des mois suivants,
nous avons établi une nouvelle normalité. Les parents d'Antoine pouvaient visiter notre maison lorsqu'ils étaient invités, avec préavis. Ils étaient les bienvenus pour dîner 2 fois par mois, mais pas tous les dimanches. Lorsqu'ils oubliaient occasionnellement et tentaient de revenir à leurs anciennes habitudes offrant des conseils de décoration non sollicités ou remettant en question nos décisions, Antoine les redirigeait doucement mais fermement. Ils testèrent les limites, bien sûr. Il y eut la fois où Richard se présenta sans prévenir avec une nouvelle pomme de douche, ou lorsque Martine envoya un homme à tout faire chez nous pour réparer notre ouvre-porte de garage parfaitement fonctionnel. Chaque fois, Antoine et moi présentions un front uni, renforçant calmement nos attentes. Les premières vacances sous notre nouveau système furent un test pour tout le monde. Thanksgiving chez les Fournier avait toujours été le domaine de Martine, avec des traditions spécifiques qui ne pouvaient être modifiées. Mais cette année, Antoine suggéra que nous organisions la fête chez nous. Nous n'avons pas à tout faire à leur manière, me rappela-t-il lorsque j'exprimais mon inquiétude quant à la réaction de Martine. Nous pouvons créer nos propres traditions. Martine fut, comme on pouvait s'y attendre, réticente au changement. Mais face à l'alternative de ne pas voir Antoine pour les vacances, elle finit par céder. Elle apporta quand même 3 plats d'accompagnement parce qu'elle n'était pas sûre que je sache les faire correctement, mais elle s'abstint de réarranger ma table ou de critiquer ma dinde. À Noël, je pouvais enfin dire que je me sentais à l'aise dans ma propre maison. La caméra de sécurité restait à notre porte d'entrée, une précaution que je n'étais pas encore prête à abandonner, mais je ne ressentais plus le besoin de la vérifier obsessionnellement tout au long de la journée. Antoine et moi guérissions aussi. La confiance qui avait été brisée lorsqu'il avait donné la clé à ses parents se reconstruisait lentement, grâce à son respect constant de nos accords et à sa volonté de placer notre partenariat en premier. Nous avions encore des moments difficiles et des désaccords, mais nous apprenions à les affronter ensemble plutôt que de nous retirer dans nos coins respectifs. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur notre canapé ou celui avec mes coussins bleus que Martine regardait encore parfois de travers mais ne remplaçait plus où Antoine me prit la main. « Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour comprendre, dit-il doucement. J'aurais dû être ton partenaire depuis le début. Nous sommes partenaires maintenant, répondis-je en lui serrant la main. C'est ce qui compte. Le chemin pour reconquérir ma maison m'a appris que les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont nécessaires pour des relations saines. Se défendre signifie parfois décevoir les autres, mais cela peut aussi mener à des liens plus authentiques, construits sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou le contrôle. Si vous avez déjà lutté contre des violations de limites dans vos propres relations, souvenez-vous que vous méritez de vous sentir en sécurité et respecté dans votre propre espace. Construire des limites saines n'est pas toujours facile, mais cela vaut la peine de se battre. J'aimerais connaître vos expériences avec les beaux-parents ou les limites familiales dans les commentaires. Avez-vous déjà dû prendre position comme je l'ai fait? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes. Et souvenez-vous, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour une relation est d'y établir des limites claires.